moi je pense qu'il n'y a plus besoin de développeurs. L'IA est bien meilleur développeur que 99% des développeurs sur le marché. D'un coup, il va y avoir une vague de licenciements qui va être massive. Nous, des projets qu'on aurait fait pour 500 000, aujourd'hui on les sort pour 50 000. N'apprenez pas à faire du développement web, c'est une connerie monumentale. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se demande, Si on a encore besoin de développeurs. on va essayer de mettre un peu de cadre, thèse, antithèse, synthèse. Pour rappel, moi je suis Nathan Ménard, dirigeant et cofondateur de Dracar. On fait de la transformation digitale, développement sur mesure, Odoo et IA beaucoup. Pour ma part, j'ai un profil un peu hybride. J'ai été CTO externalisé, j'ai géré une startup et puis aujourd'hui je suis à la tête de Dracar. Donc on va dire que j'interviens et sur du conseil en stratégie et sur de la partie plus tech. Et toi Mélodie? Je suis chargée de marketing digital chez Dracar et je suis là pour échanger avec Nathan sur sa vision de dirigeant à l'ère de l'intelligence artificielle. Yes. On rappelle le format. La nouvelle direction de cette chaîne YouTube, c'est finalement d'essayer de filmer des discussions qu'on pourrait avoir autour d'un café ou autour d'une bière. On va pas arriver avec que des réponses, on va arriver avec beaucoup de questions, mais je pense dans un contexte qui change autant, les questions sont souvent plus importantes que les réponses. Donc c'est l'idée de cette chaîne. Sujet évidemment qui m'a énormément préoccupé. On a une dizaine d'ingénieurs slash développeurs chez Dracar. L'IA a bouleversé beaucoup de choses, je me suis beaucoup posé la question, puisqu'on est 25 chez Dracar, donc on est encore dans une taille où on peut changer beaucoup de choses. Et donc l'idée c'est un peu de discuter de ça de manière transparente et puis de voir où tout ça nous mène. Exactement, donc on se demande, nous les premiers concernés dans une agence digitale, quel est le futur du métier de développeur? Est-ce qu'il a toujours un futur, ce métier, avec l'arrivée de l'IA? Non, moi je pense qu'il n'y a plus besoin de développeurs. Je pense que en tout cas, l'IA est bien meilleur développeur que 99% des développeurs sur le marché. Euh, donc je pense que, en tout cas, le développeur tel qu'il existait avant, c'est terminé. Et pour moi, il y a beaucoup de tabous. En fait, les gens disent non, mais quand même, ça va pas remplacer les développeurs parce que quand même, etc. Mais en fait, c'est qu'ils savent pas l'utiliser. Moi, ça me fait penser à quand ChatGPT est sorti. À l'époque, je donnais des conférences chez des grands comptes, des boîtes du CAC 40. Euh, J'avais le DRH ou machin, ou peu importe, des personnes qui venaient voir en me disant non, mais quand même, l'IA, moi j'ai essayé, ça marche pas. Ouais, mais en fait, comment t'as prompté? T'as dit quoi à l'IA? Et en fait, si tu fais une IA, tu lui dis comment améliorer le train. Enfin, si tu prends une IA et tu lui dis comment améliorer le train, ça va te dire truc tout pourri. Par contre, si tu dis sur tel sous-process, en fait, moi, mon objectif, c'est ça, voilà comment on fonctionne, je pense que tu peux raisonner en 4 étapes, l'output de sortie, je veux que ça soit ça, bah forcément, là, tu as une pertinence qui n'est pas du tout la même. Et donc, c'est pareil sur le dev. On dit ça marche pas, mais en fait, ok, mais qu'est-ce que tu utilises? Juste un peu du Claude comme ça. Enfin, tu sais ce que c'est, Claude. Enfin, Claude Code, tu le connais vraiment. Tu as lu la doc, tu sais ce que c'est les skills, tu sais comment créer des agents qui interviennent par rapport à ton code, etc. La plupart l'ont pas fait. Donc, quand tu utilises vraiment bien le AI, enfin, tu fais réellement bien du AI coding, c'est bluffant. Ça a des limites, mais c'est quand même vraiment bluffant. Alors ça veut dire que moi, demain, je travaille au service marketing. Si j'apprends à bien prompter une IA, Mm. je vais pouvoir faire le travail d'un développeur. Mais oui. Alors, en tout cas, tu vas pouvoir faire une bonne partie du travail. Disons que dans l'état actuel, parce que presque personne n'utilise réellement bien du AI coding en France, il y a un gap monumental entre ce qui se dit, ce qui se pratique et ce qui se fait dans les top startups en interne. Alors tu parles de AI coding, je te coupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui nous regardent? Bien sûr, ouais. C'est de coder avec l'IA. D'accord, tout simplement. Et tu as parlé de vibe coding aussi. Ouais. Quelle est la différence? Alors, on va dire que le AI coding est la version sérieuse du vibe coding. Le vibe coding, en fait, ça arrivé en disant c'est fou parce que maintenant la manière de développer, du coup, c'est de prompter, c'est plus d'écrire des lignes de code. Et en fait, on parlait de vibe coding parce que du coup, tu es là un peu dans ton canapé, tu donnes des feedbacks à l'IA en lui disant t'as fait ça, non, change-moi tel truc, là je suis pas d'accord, etc. Et donc, tu vibe code dans le sens où t'es pas hyper sérieux dans ta manière de faire et ça te fait des choses et donc souvent beaucoup de merde en fait à la fin hein, parce que si tu vérifies rien de l'IA, elle va finir par te faire n'importe quoi.
Euh, et donc, pour moi, quand on parle de AI coding, c'est quand on met du sérieux. C'est-à-dire qu'on va quand même regarder ce qui se passe, on va quand même regarder les fichiers, on va quand même bien la guider. Donc, on utilise l'IA pour coder, mais avec une rigueur d'ingénieur, en tout cas une rigueur associée. D'accord, ok. Et donc tout ça pour dire que il y a beaucoup de gens qui parlent de ce sujet-là. La plupart n'utilisent pas du tout correctement l'IA, donc en fait ont aucune idée de la puissance qu'on a aujourd'hui d'un point de vue IA. Parce qu'il se passe un phénomène, c'est que il y a 2 ans, quand ChatGPT est sorti, il y avait une context window très limitée. C'est quoi une context window? C'est le nombre, pour faire simple, hein, c'est le nombre d'infos euh, en simultané qu'une IA est capable d'absorber. Concrètement, ça veut dire quoi? On pourrait imaginer une discussion et la mémoire d'un être humain. On peut peut-être se dire que un être humain lambda, en fait, il faudrait imaginer un être humain un peu bizarre qui, par exemple, peut retenir des informations pendant 5 minutes. Donc tu lui parles pendant 5 minutes, il va tout retenir. Et par contre, tu fais 6 minutes, il a oublié la première minute. Parce qu'il est capable de faire que 5 minutes. Et donc, il y avait une context window qui était autour de 4000 tokens. Les tokens, c'est quoi? C'est finalement une sorte de nombre de caractères. On pourrait dire 4 caractères pour un token. C'est pas une règle absolue, mais bon, ça donne une idée. Et donc, elle était très faible. Et donc, le problème, c'est quand tu fais du code, tu as des dizaines, voire des centaines de fichiers. Il y a beaucoup, beaucoup de lignes. Et donc, l'IA était complètement incapable d'absorber en fait suffisamment de choses pour bien répondre. On est passé du contexte Windows de 4000 à, pour certains modèles, 1 million, 2 millions. Donc ça donne une idée de la trajectoire qu'on est en train d'avoir. Et donc maintenant, l'IA est capable d'absorber énormément d'informations simultanées et d'être bien plus pertinente. Il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a eu beaucoup d'entraînement sur du code. Euh, puisque c'est une cible prioritaire, parce que en fait le code, comment dire, toutes les boîtes qui valent énormément d'argent, qui sont créées il n'y a pas très longtemps, c'est des boîtes tech, en tout cas pour la plupart, donc forcément c'est un focus majeur des ingénieurs, d'autant plus que eux-mêmes étant tech, forcément il y a un fit naturel. On a un niveau qui est vraiment, vraiment avancé. Et donc ouais, quand on est sérieux sur le AI coding, c'est fou, ça change tout. En fait, euh, on pas, enfin, moi je suis en train de créer une startup à côté. J'ai pas écrit une ligne de code. J'en ai review des centaines, mais j'écris plus moi-même. Alors ça m'arrive de faire des changements quand je suis pas d'accord, ça va plus vite que de prompter, etc. Mais je regarde l'IA travailler pour moi. Donc le changement de paradigme, il est énorme. Et donc tous ceux qui n'utilisent pas l'IA, en fait, le delta, il est indécent. Nous, des projets qu'on aurait fait pour 500 000, aujourd'hui on les sort pour 50 000. Demain on les sort pour 20 000. Pour parler d'argent et pour expliquer le delta. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs en interne qui n'utilisent pas ça parce qu'en fait, de toute façon, on vit dans un monde où personne ne comprend rien. C'est-à-dire que les développeurs, on comprend rien de ce qu'ils font. On finit par comprendre que tout est compliqué. On les laisse dans leur chambre faire des trucs, si je caricature. Et donc, en fait, personne les challenge. Donc il y a encore beaucoup de place pour les devs qui font pas de AI coding, surtout en France où on avance quand même pas très vite. Mais le delta, il est immense et il va finir par se ressentir très fort. Et on peut s'interroger sur la valeur du diplôme de tous ces jeunes-là qui vont en école d'informatique pour être développeurs. Qu'est-ce qui va, est-ce- Ouais, qu'est-ce qui va valoir ce diplôme à l'avenir? Ça dépend de quel diplôme on parle, hein, parce que moi, enfin, je vais pas les nommer, mais il y a quand même, pour être intervenu, moi, quand j'étais cité externalisé dans pas mal d'écoles d'informatique, pour avoir ma femme qui intervient dans son métier, elle est formatrice en développement web, je ne paierais pas 8 000 € par an pour envoyer mon enfant. Enfin, surtout, en fait, c'est pas une question d'argent. Je ne gâcherai pas le temps de mon enfant sur ces sujets-là. Tu vas te mettre du monde à dos. Ouais. Ouais, mais bon, en même temps, au bout d'un moment, faut en parler. Enfin, je veux dire, t'as des parents et des jeunes qui veulent bien faire, qui disent c'est le sujet, c'est important, j'ai envie d'aller là-dedans. Et t'as des écoles qui mettent formateur sur formateur avec aucun suivi pédagogique, il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondamentaux. Ils mettent des gens sur du PHP, ils savent même pas s'ils maîtrisent vraiment. Il n'y a pas de suivi, tu sais pas pourquoi, etc. Tu fais intervenir une série d'intervenants. Toi, tu as été formateur Ouais. en dev, hein. Ouais. Ouais. Et il y avait des deltas énormes entre les formations. Et j'en finissais par. Enfin, pour moi, les formats bootcamp marchent très bien. Moi, j'ai fait le wagon et j'ai été formateur au wagon. C'est une formation du coup en 9 semaines qui t'apprend à coder. Euh, c'est fou en fait ce que tu apprends en 9 semaines. Et pour moi, ça te donne des bases intéressantes. Alors, c'est pas suffisant, tu deviens pas développeur à proprement parler au bout de 9 semaines, mais
Tu as quand même une vraie base intéressante. Et donc, pour moi, les écoles un peu dev web qui durent 3-5 ans, j'y crois pas du tout. Même à l'inverse, en fait, n'apprenez pas à faire du développement web, c'est une connerie monumentale. Pour moi, c'est une connerie monumentale, c'est terminé le développement web. Si on réagit pas en AI coding, ça marche pas du tout. J'y reviens plus tard. Mais donc tout ça pour dire que, bon, les formations de merde, fallait déjà pas les faire avant, encore moins aujourd'hui. Après, par contre, faire une école d'ingé, revenir aux vrais fondamentaux, faire des maths, c'est quand même intéressant. En fait, tout ce qui est data science, il y a deux sujets, il y a deux secteurs qui vont exploser. La partie data science, parce qu'en fait, on a de la data partout. Avec l'IA, on peut produire de la data dans tous les sens. À un moment donné, il faut la faire parler, cette data. Donc là, il y a la partie data analyse et même data science sur comment tu structures, etc. Énormément de sujets dans toutes les boîtes. Et l'autre, cybersécurité. Voilà, ça va créer tellement de problèmes, toute cette histoire, qu'il y a beaucoup de sujets là-dessus. Donc, ouais, y aller. Au contraire, je pense que c'est une chouette période pour y aller. Il faut juste pas mettre le bon niveau, quoi. Il faut accepter que le métier ait changé alors. Mais le problème, et je comprends, c'est que les gens ne comprennent pas. En fait, quand je dis que le développement web est terminé, en fait, c'est hyper bien. En fait, il y a un autre problème à l'inverse quand on fait trop de AI coding, c'est quand tu fais que du code, tu comprends rien, tu vas faire face à deux problèmes. Premier problème, tu vas créer des failles de sécurité majeures et il va se passer des trucs pas cool pour toi. Tu vas te retrouver avec alors, si tu as de la chance, juste des petits bots qui vont miner de la crypto sur ton serveur qui s'est fait hacker. Si tu as un peu moins de chance, ils vont remonter un peu plus loin et puis on va te. Et puis la vidéo avec ta maîtresse sur ton PC, d'un coup, on te demande de l'argent pour ne pas la diffuser. Et là, d'un coup, c'est moins sympa. Bon. Ah oui, on n'y pense pas. On n'y pense pas. On n'y pense pas à ce genre de problème. Mais c'est un vrai sujet, ou un email, enfin bref, donc, on peut remonter, on va dire, plus ou moins loin là-dessus. Donc il y a la sécurité. Et puis l'autre problème, c'est que la tech, depuis toujours, c'est le 80-20 ou même le 95-5. C'est-à-dire que faire 80% de ton application, tu la fais en 20% du temps. Ce qui est compliqué, c'est de la finaliser. Et quand tu as fait un truc où tu maîtrises pas le socle, tu n'arriveras jamais à la finaliser. Et je pense que tous ceux qui ont essayé de faire des apps sur Bolt ou Lovable ou Claude, etc., et qui sont allés jusqu'au bout, ont vécu ce stade-là où tu te dis putain, c'était incroyable. Et là, l'IA fait n'importe quoi, j'arrive plus à finaliser, j'ai bug sur bug, je comprends pas. C'est en fait que tu arrives dans cette phase-là de finalisation, et si tu maîtrises pas ton socle, ça sera impossible. Et donc tu t'acharnes, tu dis si, encore un machin, et en fait, chaque problème devient de plus en plus douloureux, et tu finis vraiment par ne pas le finir ton projet, c'est impossible. Et donc en fait, nous, on a des projets qu'on nous envoie comme ça, faut jeter le code, il est pourri, faut juste prendre la direction que tu as donnée à ton projet, on va recoder avec des vrais fondamentaux. Donc il y a quand même un peu d'espoir pour le métier de développeur, parce que c'est à ce moment-là, sur les 20% ou la correction globale, on va dire, qui peuvent intervenir et nettoyer tout ça. Mais en fait, c'est l'outil qui change. C'est-à-dire, après, ça dépend ce que tu vois dans le métier de développeur. Pour moi, le développeur est un fournisseur d'outils, et un créateur d'outils. Donc, dans ce sens-là, au contraire, le métier de développeur, dans sa forme évoluée, et du coup, ce serait plus la thèse, ça, n'a jamais été aussi important. Mais c'est juste que le cliché du dev qui est là pour pisser de la ligne de code, on a inventé un truc qui s'appelle les ESN, on a inventé plein de sujets, donc en fait si, il y a plein de développeurs comme ça, mais ils vont disparaître et puis tant mieux parce que je les méprise profondément. Mais pas eux d'ailleurs, c'est encore plus ceux qui les emploient que je maîtrise profondément. Donc ceux-là vont disparaître pour le bien de la société. Il y va fort, il y va fort. En revanche, les devs qui ont un cerveau et qui savent du coup challenger, discuter avec des vrais humains, eux ont une valeur immense. Parce que ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que la frontière entre les non-tech et les tech n'a jamais été aussi fine. Tout le monde peut commencer à créer des lignes de code. Et donc, forcément, on parle d'une transformation majeure. Toutes les boîtes ont besoin de prendre ce sujet-là. Mais le problème, c'est que comment prédire l'avenir de ta boîte si tu ne comprends pas les outils, c'est hyper dur. Donc, il n'y a jamais eu besoin d'autant de discussions et il n'y a jamais eu autant besoin d'itération.
Ça, c'est un autre sujet, mais c'est que du coup, vu qu'on développe beaucoup plus vite, les itérations sont beaucoup plus courtes. Alors, qu'est-ce que c'est une itération pour ceux qui... Bah, une itération, c'est sur une phase projet, euh, c'est des essais, c'est des étapes. Euh, je veux trouver je sais pas, je veux trouver un moyen d'aller plus vite pour me déplacer d'un point A à un point B. Bon, peut-être qu'une première itération, c'est de fabriquer une sorte de skate. Une deuxième itération, c'est d'améliorer mon skate. Une troisième, c'est peut-être de lui mettre finalement un bâton dessus, puis ça devient une trottinette. Et puis gentiment, j'arrive à une voiture, et puis gentiment, j'arrive à une fusée. Et en fait, tout ça, c'est des itérations qui m'amènent à ma solution. Et je trouve cette métaphore, elle marche bien d'aller d'un point A à un point B, parce que on ne sait pas en fait comment résoudre ce truc-là. C'est-à-dire que dans sa boîte, on se dit ok, je veux que mon pôle comptabilité soit automatique. Aujourd'hui, j'ai 20 personnes, comment j'automatise tout ça? Tu sais que tu veux aller là, tu sais que c'est a priori possible, tu sais pas comment. Et donc, tu es obligé de faire tout un tas d'itérations sur d'abord, je vais peut-être centraliser l'info, faire une sorte de drive partagé, etc., jusqu'à potentiellement. Exactement. Ouais. Et donc, dans ce contexte-là, on est passé il y a 30 ans d'un monde en V où en fait il n'y avait pas vraiment d'itération, c'était cahier des charges, 6 à 18 mois de développement et puis après on livrait le truc et surprise, c'était de la merde. Parce qu'en fait il y a toujours un delta énorme du coup entre le donneur d'ordre et toutes les personnes qu'il y a eu dessous, ce qu'a compris le développeur, toutes les personnes qu'il y a eu dessous et ce qui est livré à la fin, forcément il y a un delta qui est monumental. C'est pour ça que maintenant tout le monde fait de l'agile, ou en tout cas tout le monde dit faire de l'agile, parce qu'en vrai il y a beaucoup de fonctionnement en V encore, où on a instauré des sprints. On a commencé à se dire, ok, en fait on va faire des sprints de 1 à 4 semaines, 4 semaines c'est trop, mais bon, de 1 à 3 semaines disons, où souvent c'est 2-3 semaines, on va faire des points d'arrêt toutes les 2-3 semaines pour voir où on en est, se challenger et potentiellement ajuster le tir. Sauf qu'on passe, disons, de sprint de 3 semaines, peut-être si on fait une moyenne sur tous les projets tech importants, à 2 jours. Un jour, en fait, tu peux aller beaucoup plus vite. Grâce à tous les outils IA qu'on a aujourd'hui. Beaucoup plus vite. Donc, on a un changement de paradigme majeur, c'est que, en tout cas, nous, chez Drakkar, la norme, c'était à peu près un product owner, donc un chef de projet, finalement, qui est là pour border les développeurs, pour 4 développeurs. Quand nous, on a créé la filiale Odoo, donc Odoo, c'est un ERP qui permet de gérer, en gros, toute sa boîte. On pensait que c'était la même norme, et en fait, on s'est rendu compte que c'était le strict inverse, c'est-à-dire 4 chefs de projet pour un profil vraiment tech qui va pouvoir les faire du dev dans Odoo. Et en fait, il se passe la même chose. Ce changement de paradigme est en train de se produire aussi sur le développement. C'est qu'il y a beaucoup plus besoin du coup de chefs de projet qui vont être là pour t'aider à trouver la bonne réponse à ton problème, avec toute la partie innovante du coup, de comment tu boardes, comment tu crées ton skate, comment tu fais d'abord un skate, etc. Sans jamais perdre de vue l'objectif. Parce qu'en fait, dans la tech, souvent tu as cet objectif et puis tu te retrouves avec une plante et tu te dis, mais c'est pas du tout ça que j'ai demandé. Et donc, en fait, les devs vont devenir plus ou moins tous un peu chefs de projet. Je pense que la frontière entre product owner et développeur n'a jamais été aussi fine, voire même, moi je commence à me dire que en fait, c'est des pourcentages. C'est-à-dire que tous les devs sont désormais PO et tous les PO sont désormais devs. C'est juste une question de pourcentage de technicité, jusqu'où je vais pouvoir aller sur différents niveaux. Alors après, attention, petit disclaimer, j'ai un prisme très développement web, mobile. Je parle pas de deep tech avancé. Ce que je dis ne s'applique pas à ça, mais j'en parle pas parce que 99% des projets qu'on voit qui sont visibles, hein, j'entends, sont dans cette catégorie. Et puis de toute façon, ceux qui font de la deep tech ne nous écoutent pas, à mon avis. Donc j'exclus volontairement ce sujet. Donc chacun va essayer de repousser le curseur selon ses compétences, quoi. Bah moi je pense qu'il va y avoir une fracture. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'agences et de profils qui vont se faire bouleverser. En fait, il y en a qui vont pas prendre le sujet. Et donc ce qui va se passer nécessairement, c'est d'un coup, il va y avoir une vague de licenciements qui va être massive. Pourquoi ? Parce que nous, on va jouer à ce jeu-là. Nous, on va arriver sur des boîtes en disant, c'est marrant, là, votre équipe de 20 personnes, nous, en mettant 2 profils, on fait mieux que tout ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire le dirigeant au bout d'un moment ? Il va les virer, les 20 personnes. Et il va nous prendre nous. Et il aura raison. Évidemment qu'il fera ça. Et en fait, c'est terrible d'arriver à cette fracture-là. Et pourquoi cette fracture elle se produit ? Parce que pas de directive claire. Et en fait, on n'a pas du tout laissé la chance aux gens de prendre le sujet. Et enfin, j'ai la chance.
Et à l'inverse, là, on les a pas assez contraints à prendre le sujet, ce qui fait que c'est pas réparable. Alors que là, il y a encore un moment où les équipes peuvent s'emparer de ces sujets-là. Et moi, bon, ok, on fait de la transfo, mais je suis avant tout dirigeant. Moi, ma volonté, c'est que les équipes puissent s'emparer des sujets. Et évidemment que c'est toujours mieux de rester en interne plutôt que d'externaliser. Mais là, la fracture, elle est déjà, enfin nous, sur beaucoup de sujets, elle est beaucoup trop forte. C'était déjà le cas avant sur la tech au global. Entre eux, enfin, je sais pas si ça va parler aux gens, mais entre les développeurs qui faisaient, par exemple, sur du pur mobile, qui allaient développer en Swift, enfin, on va pas rentrer en détail, mais qui allaient développer et une version pour Android et une version pour iOS iPhone, et puis d'un coup, d'autres qui utilisaient React Native et en fait qui faisaient le même code pour les deux. Bon, bah voilà, en fait, eux, ils allaient 2 fois plus vite, du coup, à minima, même 3 4 parce qu'en fait, t'as pas besoin de maintenir les deux, enfin bref, que les mecs qui faisaient que du iOS et Android. Et au début, tu as une sorte de débat de oui, mais est-ce que finalement c'est pas mieux quand même d'avoir un truc natif sur les deux et machin. Bah, spoiler, maintenant tout le monde fait du React Native. Bah, c'est exactement pareil avec l'IA. On dit oui, mais quand même, est-ce que c'est pas mieux? Bah, non, en vrai, faut l'utiliser, il n'y a pas de. Enfin, y a pas de débat quoi. Donc si je comprends bien, il y a beaucoup de projets qui vont coûter beaucoup moins cher. Il y a des dirigeants qui vont pouvoir lancer des projets à moindre coût. Bah, oui, mais ce qui va se passer, c'est que le problème, c'est que du coup, dans ce monde-là, quand même, ça va trop vite, personne ne comprend rien. Donc il y en a beaucoup qui vont prendre des consultants de ChatGPT qui avant étaient consultants NFT, qui avant étaient consultants blockchain et qui avant étaient consultants dropshipping, que j'embrasse. Bon, bah, en fait, si tu prends ces gens-là, ça va être cool au début, mais si tu amènes ces gens à essayer de faire des projets à l'échelle, bah, tu vas créer plein de projets qui n'ont pas les fondamentaux dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs on pourra peut-être y revenir, et donc tu crées un truc qui a une sorte... Bah, en fait, tu as créé un château de cartes sur un... Enfin, t'as créé un château de cartes sur des fondamentaux qui sont pas bons du tout, et donc un jour, va falloir réparer tout ça, et là ça va coûter une blinde. Parce que si tu as des users, en fait le problème c'est que si tu as de l'usage sur ces plateformes-là, tu peux pas juste supprimer et recréer quelque chose. Et donc ça va être magique non plus. Et à l'inverse, bah, si tu veux mettre les fondamentaux, ça coûte quand même quelque chose. Tu vois, tu peux pas non plus faire tout en 2 jours. Tu étais obligé de prendre le temps de bien review. Tu as quand même du coup le métier de développeur pour t'assurer que tu structures bien, pour corriger. L'IA va toujours halluciner, va toujours. Je parle de la contexte window au début. Elle est quand même pas assez large pour comprendre et gérer l'intégralité d'un projet de code aujourd'hui. Donc nécessairement, elle va aller un peu, enfin, elle va sortir constamment du cadre. Euh, et en plus, elle a plein de limitations. Un truc que les gens comprennent pas, mais en fait, l'IA ne voit pas. Elle a aucune notion spatiale. Donc en fait, la notion de design, elle l'a pas du tout. Je m'étais jamais fait cette remarque. Ouais. Oui, l'IA ne voit pas. Bah, et en fait, ceux qui ont fait qui ont poussé l'AI coding, je pense, sont forcément arrivés à un moment à cette situation de il te fait une page, elle est moche. Tu dis, bah c'est moche. Il dit, ah pardon, t'as raison. Parce qu'il dit toujours que t'as raison. Et il te corrige, genre, en gros, il n'y a aucune structure, il n'y a rien qui va, et il te rajoute 5 pixels de différence sur un truc. Tu dis, mais bah non, c'est pas ça. Ah pardon. Et il te met 100. Et du coup, c'est l'inverse, c'est trop descendu. Puis qu'est-ce que tu me fais? Et donc, en fait, ça n'a pas de ressenti, en tout cas pour l'instant, ça n'a pas de notion spatiale de visuel. Et donc, on se dit, bah, comment ça se fait que ça génère des images? Comment ça se fait que ça génère quand même maintenant des projets de code qui ont l'air beaux? Bah alors les images, c'est une réponse un peu différente. Mais bon, en gros, c'est de l'assemblage, donc en fait, c'est un peu différent, mais c'est pas le sujet majeur. Sur le code, pourquoi ça peut te faire quand même des pages jolies? Parce qu'en fait, il a compris que des bouts de code faisaient quelque chose de joli parce on l'a entraîné pour dire ça, c'est beau. Quand lui, il est en autonomie sur de la création, il va faire n'importe quoi. Et donc, par exemple, un des enjeux quand tu fais du AI coding, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un design system. C'est tout un tas de composants réutilisables qui vont te permettre d'avoir un beau design pour pas te retrouver dans cette situation où en fait ton front-end, donc toute la partie on va dire visuelle, elle a pas de structure et donc inévitablement tu vas avoir ce problème-là où tu arrives à ce mur en fait de bah t'en as foutu partout, c'est pas clean et donc faut tout refaire quand c'est comme ça. Et quasiment tous ceux qui font des apps sur Lovable, etc. C'est très bien, mais si t'as pas ce niveau de connaissance de comment tu structures un projet, ça va être à mettre à la poubelle. D'accord. Donc, on a encore besoin de développeurs, mais ils vont
développer plus vite. Pas les mêmes. Alors, par contre, il y a un autre sujet quand même, c'est que moi, je pense que le ratio qu'il faut avoir en tête sur du AI coding, on parle de x10, x20. Ouais. Bah, du coup, il n'y a quand même pas besoin de 20 fois plus de développeurs que ce qu'on a aujourd'hui. Donc oui, il y en a qui vont perdre leur métier, mais ceux qui vont perdre leur métier, c'est tous ceux dont on parlait avant. En fait, il y a un double changement de paradigme. J'ai parlé du changement de paradigme, on va dire chef de projet. Notre truc, c'est qu'en fait, d'un coup, tous les développeurs deviennent CTO. Ce que j'entends par là, c'est que quand tu es CTO, tu fais faire du code par des gens, tu le fais pas toi-même. Ou enfin, en tout cas, si tu es sur une grosse structure. Bah là, c'est pareil. D'un coup, tu regardes des agents travailler pour toi et tu es là à leur donner du feedback, à les orienter, à les corriger, pas à faire toi-même. Est-ce qu'ils vont pas passer autant de temps finalement que le temps qu'ils ont gagné avec l'IA à corriger ce qu'a mal fait l'IA? Non, c'est là où je parle x10, x20 dans l'absolu. On n'est pas à x10, x20 parce qu'effectivement, tout ce temps-là est à considérer. Mais tu vas quand même, c'est impossible de donner les stats, mais tu vas quand même 4 fois plus vite, à minima. Donc, non, alors, sauf si. En fait, il y a deux sujets. Sauf si tu es sur des fondamentaux qui ne sont pas posés. Et l'autre problème, c'est par contre sur les projets majeurs. Les apps qui ont des années, qui ont été développées, du coup, qui sont des projets majeurs. Bah pareil, tu peux pas automatiquement mettre une IA dessus et exagérer tout parce que, encore une fois, c'est trop large, c'est trop complexe. Et donc l'IA peut pas absorber ça. Et donc tu vas utiliser l'IA sur des bouts de fonctionnalités, tu vas quand même vraiment gagner du temps, mais là, tu peux pas d'un coup virer ton équipe de 20 personnes qui maintient ce truc-là parce que, en fait, il y a énormément de complexité intégrée que l'IA, pour l'instant, en tout cas, n'est pas capable de gérer. Ok. Si on devait faire une synthèse de tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'on peut dire que l'IA ne va pas réduire la masse salariale, mais augmenter la capacité d'innovation des entreprises? Bah, moi, je pense que ça va faire les deux. Je pense qu'il y a des gens qui vont perdre leur métier. Et je pense que c'est bien. Et je pense qu'en fait, il faut remettre dans le contexte. On est passé d'un monde où les développeurs pouvaient faire une formation de 2 mois, comme le wagon, sortir et demander 40K euh, à la sortie. Bon, alors 40K, si des Américains qui nous écoutent, ils vont doucement, ou des Suisses doucement rire, mais en France, avec les charges que ça implique, c'était aberrant. Euh, T'as un niveau stagiaire et tu demandes, et tu demandes 40K. Donc en fait, t'as une euphorie sur la tech dont on a tous bénéficié. On s'est quand même tous gavés de ce truc-là. Enfin, moi, j'étais freelance à 18-19 ans, je gagnais plus de 10 000 € par mois. Alors j'étais bon, hein. Mais à 21 ans, on me fait une proposition à plus de 300 000 € par an de salaire. C'est quand même une euphorie marché énorme. Donc on s'est tous gavés là-dessus. Là, c'est la fin de la récré. Il y a plein d'agences qui font faillite. Il y a plein de gens qui vont se faire sortir. Mais c'est une correction marché. Pour moi, c'était trop euphorique avant. Donc ça va corriger. Je pense que c'est bien. Par contre, à l'inverse, c'est un moment formidable pour créer. Vu qu'il n'y a plus de barrière entre tech et non tech, euh, on va avoir un terrain de jeu qui va être exceptionnel. Et souvent, on dit c'est la fin des juniors avec le AI coding. On entend beaucoup ça en ce moment. Ouais. Bah, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est la fin des mid. En fait, pour moi, les plus à risque, c'est ceux qui sont moyens. Quand je dis moyens, c'est enfin mid qui sont pas encore seniors, mais qui sont pas non plus juniors. Parce que ceux-là, ils vont pouvoir se dire non, mais l'IA fait quand même pas aussi bien que moi, et donc pas prendre le sujet pour l'instant, et donc créer le gap petit à petit. Là où bon, bah, les seniors, en fait, il y aura toujours à un moment donné besoin, il y aura toujours besoin de technicité profonde, et donc ils vont quand même, pour la plupart, on aura toujours besoin d'eux. D'autant plus si eux, ils prennent le sujet du AI coding, en fait, vu que bah, ils sont habitués à manager, etc. Potentiellement, bah, là, ça fait des gens qui ont des super pouvoirs. Euh, donc eux, il y aura toujours a priori du boulot. C'est- Les juniors, par contre, euh, bah, en fait, ils vont s'adapter. Ils vont tout de suite apprendre à faire du AI coding, ils vont tout de suite apprendre à faire tout ça, et donc ils vont se former. Et donc ils vont très vite mettre à l'amende finalement les mid, parce que ok, ils n'ont pas la même expérience, mais en fait ils codent, enfin ils produisent 5 fois plus vite. Donc au bout d'un moment, bah, les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller sur celui qui produit 5 fois plus vite. Donc pour moi, c'est plus les mythes qui sont à risque quoi, avec cette nouvelle vague. Puis bah, plus généralement, ceux qui prennent pas le sujet, quoi. En gros, de se dire d'avoir
pour moi, cette arrogance de dire non, mais l'IA fera jamais aussi bien que moi. Bah, les gens, il y a des gens qui voulaient pas utiliser Internet, il y a des gens qui voulaient pas utiliser les machines. Après que ça te pose des considérations éthiques, j'entends. Mais les gens confondent ce qu'ils veulent et ce qui se passe. C'est pas parce que tu es contre cette révolution. Parce qu'après, je comprends. T'as ça, potentiellement, ça fait des années que tu travailles un sujet, tu te dis putain, je deviens enfin ok, et là on te dit, ben non, on s'en fout, faut changer. C'est horrible. Toute ta projection, toute ta construction, d'un coup, est bouleversée. Et donc, moi, je comprends que les gens soient en colère, en fait. Mais pour moi, du coup, faut en parler. Il faut dire, bah oui, c'est normal. Euh, mais par contre, pas nier la réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu veux pas que ce truc-là soit là que ça n'existe pas. Et moi, franchement, moi, quand je vois les débats en France sur l'IA, mais ça, enfin, ça m'inquiète, enfin, c'est terrifiant. Parce que je comprends. Oui, l'impact environnemental. Oui, l'impact sociétal. En France, on va vouloir faire un projet, tu vois, on va se dire, tiens, il faut des data centers. Bon, bah, tu vas vouloir faire tes data centers, on va les mettre ici, et puis on va te dire, oui, mais quand même, là, il y a des types de fleurs qui sont protégés par la nature. Alors, du coup, tu discutes avec les assos qui protègent ces types de fleurs, et machin, tu dis, ouais, mais comment on fait? Ça serait quoi le modèle équitable, etc. Bref, ton projet, il prend 12 mois. Bon, bah, là où aux US, particulièrement sous Trump, ou en Chine, ils ont posé le putain de data center. Alors après, je dis pas qu'il faut non plus avoir aucune considération. C'est d'ailleurs une des forces qu'on a en France et en Europe, c'est d'avoir ces considérations éthiques, morales depuis toujours. Hein. Et du coup, bah, on est là à se focus sur la partie réglementaire, éthique, etc. Qui, encore une fois, je néglige pas, c'est des considérations importantes, mais les gens s'arrêtent là. En fait, les gens disent oui, mais quand même, l'IA de Musk qui dénude des femmes sans leur consentement, etc. Alors, évidemment que c'est horrible et que c'est pas cautionnable ce genre de choses. Mais c'est fou qu'on soit focus sur la dérive de la pratique qui est quand même minime dans son usage. C'est-à-dire que ça représente 0,0001%. J'ai pas les stats, mais bon, c'est hyper minime de ce truc-là. Et pas sur le 99% restant qui nous permet de faire des choses formidables. Et donc les gens se bloquent là-dessus en disant, mais vous voyez, c'est limite, on dit non, mais c'est immoral. Bah super. Bah, et donc, tu feras partie d'une autre personne qui va se faire virer quand nous on arrivera, et en fait, on sera 20 fois plus productif que toi. Et bah, tu seras un vieil aigri. Et bah, c'est ok. Alors, si t'es proche de la retraite, je peux comprendre. En plus, Ça concerne des gens plus jeunes aussi qui bah, bien sûr. n'acceptent pas Mais ça va très vite, l'arrivée hein. de l'IA. Ouais. Ouais. Il faut vivre avec votre temps. Ouais, mais à la fois, je comprends aussi à quel point ça fait mal. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à quel point ça peut bouleverser ton Ouais. quotidien. Je vais être remplacée par une machine Oui. qui travaille mieux que moi. C'est Oui. hallucinant. Et ça demande de euh, d'avoir un changement de paradigme, encore une fois, qui est, en fait, enfin, moi, je travaille sur le fait de faire une IA qui me remplace. Tout ce que je fais en ce moment chez Dracar, c'est pour être remplacé, que ce soit par l'outil ou par les équipes. C'est un changement de paradigme qui est énorme. Et c'est très bizarre, il y a plein de craintes associées avec ça. C'est-à-dire que si je suis remplaçable, bah, je suis remplaçable. Comment j'ai justifié les parts que j'ai dans la boîte? Comment j'ai justifié mon salaire? Comment j'ai justifié tout ça? Bah en fait c'est fou parce que finalement si j'ai fait ça c'est que j'étais excellent. Donc ça veut dire que je mérite cette place-là si j'arrive à la perpétuer. Mais c'est un changement de paradigme qui est énorme. Et en vrai, en France on fonctionne quand même avec un système très de comment dire, de royauté. En réalité, on a le dirigeant qui a ses lieutenants, qui maîtrise, et donc chacun a son secteur et chacun protège en réalité son secteur. C'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi compliqué de discuter avec les DSI dans les grands groupes. C'est qu'en fait, ils protègent leur terrain qui a déjà été balayé. C'est-à-dire que moi, j'ai des discussions avec des boîtes du CAC 40, mais c'était lunaire. On disait, mais est-ce que finalement, il faut garder votre propre modèle que vous avez développé en interne? Bah oui, mais quand même, nous, c'est spécifique. Mais attends, mais tu te bats toi, alors avec ton budget de millions, hein, ok, ton budget de 20 millions, c'est bien 20 millions. Tu te bats contre des mecs qui ont des centaines de milliards d'investes cumulés. Mais il est où le monde où tu gagnes? Mais en fait, tu peux pas avoir ce débat parce qu'il est pas rationnel. Tu protèges en fait tu protèges ton territoire. Et donc ce changement de paradigme, on le fera jamais parce que c'est beaucoup trop ancré.
Néanmoins, ceux qui vont réussir à le faire, euh, là où je dis que la frontière entre les tech et non-tech elle se réduit et c'est exceptionnel, à l'inverse, tu vas quand même avoir une fracture monumentale entre les gens drivés par IA versus pas. Et là, je trouve ça assez inquiétant. Ça va créer une casse. Enfin, moi, je pense même en l'épisode du Gilet jaune, etc. Je pense qu'on peut avoir un moment de crise, d'autant plus avec la direction que prend le gouvernement. Et enfin, bon, on va déjà dans le mur, je pense, d'un point de vue État. Mais en plus, il va y avoir cette fracture sociale qui va se créer et qui va être horrible, je pense. Et donc, je sais pas où tout ça va nous mener. Merci Nathan pour toutes ces pistes de réflexion. Alors j'espère que tu ne t'es pas mis la communauté de développeurs à dos. J'espère que les dirigeants d'entreprise auront une nouvelle vision. Je pense que tu ouvres beaucoup de perspectives, de portes et que ça va pousser certains à la réflexion et à une projection vers l'avenir. Et d'ailleurs, peut-être pour conclure sur, si on parle plus des dirigeants et sur concrètement, ok, c'est cool toutes ces théories sur ce que fait le AI coding. Ça revient un peu à la vidéo d'avant, hein. En fait, donner à vos techs une direction claire, encouragez-les à le faire, briser les tabous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de tabous au sein des devs. En fait, on cache qu'on fait de l'IA aujourd'hui. Pour moi, il ne faut pas le cacher, bien au contraire, il faut l'encourager. Je crois qu'ils en ont honte. Bien sûr. Ouais, mais ça pose question. Toujours pareil. Si d'un coup, je peux produire en 7 fois moins, en fait, j'ai aussi intérêt à pas le dire et juste regarder Netflix la deuxième partie de la journée. Et puis à la fois, si l'IA peut faire ce truc-là, c'est quoi ma valeur dans l'entreprise? Est-ce que finalement, je vais pas être remplacé? Donc pareil, en fait, tout le monde joue chasse gardée. Et donc à l'inverse, il faut l'encourager parce que par contre, quand tu crées une concurrence saine, mais regarde Michel, lui, il l'utilise, en fait, il produit 3 fois plus. Et du coup, toi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'en es pas là? Ça fait quelque chose de très sain, alors compétitif, mais bon, enfin, pareil. Je vois déjà des personnes qui vont dire mais quand même comment tu peux dire ça de créer la compétition, etc. Mais attendez, une entreprise c'est fait pour gagner de l'argent, hein. Donc en fait oui, évidemment que c'est compétitif même en interne et heureusement. Et d'ailleurs bref, on va pas parler politique, mais ça fait partie des choses qu'on a quand même perdues, je trouve, au fil du temps. Tout ça pour dire que encouragez vos équipes à le faire, jouez, vous créez des trucs sur Lovable, sur Bolt, sur Claude, sur des outils qu'on bientôt vous mettra nous aussi à disposition, qu'on a développé en interne. Et puis parlez-en quoi. En fait, c'est ça. Vous allez faire votre chemin, vous allez faire des conneries, et puis c'est pas grave. Et puis laissez les gens expliquer. Et puis ouais, ayez pas peur de casser les trucs quoi. Et puis bosser avec Drakkar, parce qu'on est les meilleurs. Ça sera le mot de la fin. Merci Nathan. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, à dire ce sur quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, et surtout à nous suggérer des sujets, des choses sur lesquelles on pourrait discuter dans de prochains épisodes. Merci Mélodie pour cette discussion. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et des bisous.